Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre premier webinaire de la série intitulée Se épanouir en toute quiétude, promouvoir la santé et le droit des adolescentes et des adolescentes et des adolescents et mettre fin aux violences basées sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. Je m'appelle Montasser Kamal et je suis le directeur du programme de la division de santé mondiale et localisée à Ottawa au CRD. I will co-chair the webinar today alongside my colleague Marie-Glorieuse Ingabire, and maybe I'll ask her now to come in for a moment to introduce herself. Marie-Glorieuse? Okay, I think maybe there are some technical difficulties. Marie-Glorieuse, I see you on the screen. We can't. Marie-Glorieuse, I see you're unmuted. Can you hear us? Can you speak to see if we can hear you? Okay, we'll continue while we're sorting out the technical challenges. Oh. Hello, everyone.
Hello, everyone. If we can just ask everyone else to mute, please, so we can hear well the procedures of the webinar. Okay, so while Marie-Glorieuse, we're trying to sort out the technical challenges. I would like to introduce our webinar today. We're very pleased to say that we have more than 170 registrants to attend this webinar, so we can't really wait to really engage with everyone in the webinar, this first of the series. I'd like to first and foremost acknowledge that IDRC's head office, in which I'm speaking from today, is situated on the unceded territory of the Algonquin and Anishinaabe people, whose stewardship of the land and water we now call Ottawa dates back to time immemorial. Why are we holding this webinar today? With adolescents representing 23% of the population in Central and West Africa, the highest proportion of any region in the world, it is crucial to address the challenges they face, especially with regard to their health and safety. These challenges include child marriage, early pregnancy, gender-based violence, genital mutilation, socioeconomic vulnerability, and mental illnesses and mental health challenges. Gender-based violence and sexual and reproductive health and rights are interrelated, and this is what our speakers and our panelists today and throughout this series will be demonstrating these linkages and the impact on the health and well-being of our adolescents in Africa. However, a lack of evidence complicates the development of appropriate policies and the implementation of programs to support the health and well-being of adolescents in the region. So not being able to reach their full potential, the whole region would be suffering if we don't have the appropriate support for adolescents for their health and well-being. In its 2016-2030 health strategy, the African Union recognized this and prioritized access to comprehensive integrated sexual and reproductive services. Now, more than ever, a multi-stakeholder conversation must begin to move toward inclusive and equitable policies that take into account the drivers of sexual and reproductive health and rights and gender-based violence through locally relevant knowledge and evidence. And this is precisely what the interface with IDRC's mandate in supporting knowledge and research to advance development agendas throughout the world. In low and middle income countries. So more specifically, the objectives of the session today is twofold. First is or threefold. First, we aim to discuss the current landscape in relation to adolescent sexual and reproductive health and gender-based violence in Central and West Africa. Second, we will talk about the key challenges, opportunities, knowledge gaps in this field in today's webinar. And finally, we will endeavor to discuss what research can do to contribute to enhancing adolescent sexual and reproductive health and rights and ending gender-based violence among adolescents in the region. To walk through these objectives, we will start with a presentation with a keynote speaker that will be followed by a panel discussion with 3 invited experts. Experts will answer 3 rounds of questions, and the audience will then have the opportunity as well to ask questions to our panelists. At that time, we will ask the audience to write their questions in the chat. We will then end the session with some takeaway reflections and some closing remarks. As I mentioned earlier, this session today is part of a webinar series we are organizing over the next few months on the topic of sexual and reproductive health and rights and gender-based violence. Please stay tuned for more information on the subsequent webinars. Without further ado, I would like to introduce our distinguished keynote speaker, Professor Techiwa Manu, who will provide an overview of the adolescent sexual and reproductive health and rights, gender-based violence, and the nexus in West and Central Africa. Professor Manu, I may ask you to turn your camera on, please.
Professor Manu is an Emerita Professor of African Studies at the University of Ghana, a Senior Fellow at CDD Ghana, and a Fellow of the Ghana Academy of Arts and Sciences. She holds a degree in law and a PhD in anthropology. Her work focuses on African development, human rights, women's empowerment, and higher education. She received the 2023 Franco-German Prize for Human Rights. Professor Mano, I could go on and on and on about your bio, but I think our participants today would really love to hear from you. So the floor is yours now, please, Professor Mano. Thank you. Thank you very much, Montessa, and good afternoon, good morning, everybody. I'm pleased to join you for this first webinar in the series. And I want to start by noting the context in which we live, where there is a growing anti-gender, anti-rights movement and mobilization. These movements are very well organized and well funded. And what they're doing is that they are resulting in restrictions of rights, including on freedom of thought and expression, knowledge and information, both globally and regionally and nationally in some of our countries. So we know that in the United States, for instance, there have been the restrictions on reproductive rights, the reversal of Roe v. Wade, the revival of archaic laws, several very draconian anti-abortion laws, rulings on the protection of fetuses, and the banning of comprehensive sexuality education in schools, increased hostility and stigmatization of sexual and gender minorities, and a rash of homophobic laws and bills in Uganda, in Ghana, in Uganda where the act has been passed, in Ghana where there's a bill, and growing mobilizations. In the next few months, that Cote d'Ivoire is the next stage for the activities of the World Congress of Families, which have been spearheading these homophobic laws. Now, it's important to note this context as we do the overview of adolescent sexual and reproductive health and rights and gender-based violence and the nexus in our regions, because they do have repercussions for development in West and Central Africa. And as I noted in my study with Baini in 2021, the intersection between ASRHR and gender-based violence has rarely been studied, but they provide a holistic understanding of drivers and challenges. And West and Central Africa particularly offers a good location for exploring the nexus due to the combined effects of war and conflict, socioeconomic and environmental fragility, poverty, and slow changes in sociocultural and gender norms that enhance adolescent well-being and rights. Next. So when we look at the statistics on adolescent sexual and reproductive health and rights and gender-based violence in West and Central Africa, they give us, an understanding of the scale of the problem, where these two regions have a highly youthful population, 43 and 46% respectively of the populations in West and Central Africa are below age 15. There are high rates of physical or sexual violence among 15 to 19 years, ranging from 13.2% in Mauritania to a high of 54.7% in Sierra Leone. Interestingly, there was a large decline in violence experienced in Cameroon, and then a large increase in Liberia. So we are seeing increases and declines at the same time. As also noted in Montessa's introduction, we have very high prevalence rates of female genital mutilation and cutting among 15 to 19-year-olds, ranging from almost 14% in Nigeria to more than 80% in Mali. High adolescent fertility and childbearing, with most Western and Central African countries having rates greater than the African
average of 92.9 births per woman, per 1,000 women, and high rates of adolescent and child marriage. Niger and Chad have the highest percentages, 70% and 76% respectively. Next slide, Catherine. Oh, Tichu, I think you weren't on mute by mistake. I'm what? My mic is on, now, sorry. Yeah, now we can hear you well. Okay, sorry. So maybe from the beginning of the slide again, please. Thank you. Thank you. This slide? Yes. Yes, so I'm saying that the literature shows up the main ways in which gender-based violence and adolescent sexual and reproductive health and rights intersect in the literature in the region. So we find that gender-based topics are covered quite widely in the literature through focus on female genital mutilation and cutting, child marriage, child trafficking, school-related gender-based violence. But we find an absence of studies on ritual bondage of girls and then child witchcraft accusations. When we move to the ASRHR topics, we find again that there is quite a bit of coverage on contraceptive use, sexual risk-taking behaviors, adolescent fertility and childbearing, pregnancy and child health outcomes. But we find quite an absence on adolescent mortality and morbidity, on comprehensive sexuality education, and on sexual orientation and gender identity issues. And yet there are clear nexus, and this is what we show between female genital mutilation and adolescent sexual and reproductive health and rights, child trafficking and ASRHR, school-related gender-based violence, and ASRHR, child marriage and ASRHR, and conflict and ASRHR. So there are these present key opportunities for key gaps as well as opportunities for research, policy, and practice. So with the research, we note the minimal knowledge production. And when we talk about minimal knowledge production, we talk about researchers in the region. It's not that these topics are not being researched, but ironically, that doesn't seem to be mainstreamed by the researchers in the two regions of interest. There is a lack of disaggregated data and silence on expressions of sexuality. And this, especially the last one, is going to be even more pronounced with the restrictive laws and homophobic uptake that we are seeing. There is also, although legal and political issues or that arena presents an opportunity, we do not find much legislation and policies in the context of legal pluralism that exists in the two regions. Again, when it comes to programs and practices, we find that there are very few on comprehensive sexuality education and on changing gender norms, and that could empower adolescents and girls. So in Ghana, for example, next slide, the absence of comprehensive sexuality education has real consequences for the lives of adolescents and girls. So whereas comprehensive sexuality curricula promotes quality sexual health knowledge and protective sexually autonomous behaviors, they have been turned on its head, and cultural and religious reservations now exist about the various components of comprehensive sexuality education, because it is presented as if that knowledge would promote promiscuity among adolescents and also serve really as an introduction to LGBTQ issues. So people do not want to hear it, policymakers have all been cowed into not even picking it up. Now, these poor ASRHR issues due to lack of comprehensive sexuality education in Ghana has seen an increase, very high increase in teenage pregnancy,
from 14.1% in 2014 to more than 15% in 2022. About 9% and 10% of adolescent men and women had sex before age 15 years, respectively, and over 16% of women and girls aged less than 20 years had induced abortions. This is all from the Ghana Statistical Service and the Ghana Health Survey. Now, there's also a lot of sexual risk-taking behavior due to the lack of comprehensive sexuality education in Ghana, where we find high-risk sex among almost 27% and 21% of 15 to 19-year-old women and men, respectively. Condom non-use at last high-risk sex was also high, with about almost 83% of young women and 80% of young men not using condoms. And then the reported rates of STIs were also going up. Another issue for the region is the current attempts at decriminalizing female genital mutilation and cutting in the Gambia, which already has very high rates. And we know that in March 2024, the Gambian government introduced a bill decriminalizing FGM, which poses dangers for women and girls. But the mobilization that has taken place has resulted in a suspension, but not a withdrawal of the law. And so it is important that we keep our eyes on the ball. So finally, moving forward, I suggest that it is important for us to make the connections between the anti-gender, next slide, Catherine, between the anti-gender movement, the anti-gender agenda, and women's and girls' poor SRHR. We find, for example, that in my country, Ghana, laws on restricting the rights of LGBT people often have the support of even people in the women's movement, and they cannot make the connections between these attempts to curb the rights of sexual minorities and the general restrictions of rights of women. It is also important for us to expose the silences on sexuality and rights and the real foreign hands and voices behind this, instead of those of us who are seen as promoters. It's important to continue to create awareness and sensitization, to build alliances with civil society organizations, with parents, communities, and faith-based organizations and leaders, and to support even more research and advocacy. And in the final slide, I have just a list of references. So I thank you once again for allowing me to join this webinar and to share this. And I look forward to the panel discussion and to the questions. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mano. This is a great introduction to this webinar today and to the whole series. Excuse me. You raised a number of very important issues, which I am hoping and we will be coming to in the with our panelists, issues related to the interface or the impact of sexual and sort of neglect or lack of attention to adolescent sexual and reproductive health and rights and gender-based violence on the development agenda as a whole for Africa. The interface and the intertwining of policies, laws, rights, agendas, and the importance of having localized responses that create this, where space is created for dialogue and alliances between the actors and the communities and the stakeholders in the continent and in each country and in each community to have sort of lasting change and finally, I mean, you raised many important points. Maybe the final one that really stuck with me is really the importance of education, awareness raising, and emphasis on information as a protection for the health and well-being of adolescents. It does not drive promiscuous behavior. In fact, it is a protective factor against
harmful practices and behaviors among youth. So I could go on and on, but not everyone is not here to hear me, but to hear our panelists. And maybe for now, I'll just hand it over to my co-moderator for today to introduce herself and the next segment of the webinar, Mary Gloriose Ingabire. Please go ahead, Mary Gloriose. We can't hear you, Mary Gloriose. We can see you, but we can't hear you. So while we are sorting out this technological, it's always like it has, of course, every webinar has to have some technological challenges. What would be a webinar without some technological challenges? So while we're sorting this out, we'll move on to the panel segment of our webinar. We have very distinguished speakers and panelists who will be I'm hearing someone. That's not you, Mary Gloriose, is it? Yes, me. Hello, everyone. Okay. Hello, everyone. Yes, we could just mute until your turn comes to speak. That would be fantastic. Thank you very much. So, okay, as I mentioned, let us go on to the next segment of our webinar. Je vais maintenant demander à nos panélistes de bien vouloir allumer leur caméra. Madame Thiou, Dr. Diop, Dr. Emina, le caméra, s'il vous plaît. Et je suis très enthousiaste de vous présenter nos panélistes de marque. Veuillez noter que nous sommes en train de poster dans le chat la biographie complète de panélistes. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir Aminata Badine Thiou, directrice exécutive de l'Alliance nationale de jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Elle est juriste spécialisée en droit public. Elle a mené des initiatives de plaidoyer pour l'implication des jeunes dans la prise de décision et la promotion de droits en santé sexuelle et reproductive et animé des cercles de parole pour prévenir la violence. Bienvenue, Madame Thiou. Et Dr. Jack Emina Oforiua, conseiller en dynamique de population et politique au Fonds des Nations Unies pour la population au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avant de rejoindre UNFPA, elle était professeure à l'Université de Kinshasa et directeur de l'École d'études sur la population et le développement. Elle est actuellement vice-présidente de l'Union pour l'étude et de la population africaine et coordonner les programmes de recherche de réseau INDEPS qui comprend 42 centres de recherche sur la santé répartis dans 19 pays d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Bienvenue, Dr. Emina. Et Dr. Nafissatou Diop, directrice du projet d'autonomisation de femmes et dividendes démographiques du Sahel. Au Fonds des Nations Unies pour la population au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle est experte en sciences sociales et en santé publique et possède plus de 25 ans d'expérience dans la lutte pour l'égalité des genres, la santé sexuelle et reproductive et les droits humains. Avant son poste actuel, elle a été coordonnatrice du programme conjoint mondial UNFPA-UNICEF pour l'élimination de mutilations génitales féminines dans 17 pays en Afrique et au Moyen-Orient.
chef de la branche genre et droits humains au siège du Fonds des Nations Unies et pour la population UNFPA à New York. Bienvenue, Dr. Diop. Maintenant, pour les présentations sont faites, nous allons commencer avec notre premier tour des questions. Chacun de nos panélistes pourra partager sa perspective dans un délai maximum de 3 minutes afin que nous puissions respecter l'horaire et ainsi avoir la possibilité d'ouvrir tous les sujets prévus. Ces questions comprennent deux volets. La première question, ça comprend deux volets. Premièrement, pouvez-vous brièvement faire un état de lieu de la situation actuelle des adolescentes et des adolescentes en Afrique centrale et de l'Ouest en termes de besoins, de priorités et d'attentes? Deuxièmement, comment voyez-vous l'environnement politique actuel concernant la santé reproductive des adolescentes et des adolescentes, leurs droits et leurs questions liées aux violences basées sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest? Commençons avec vous, Dr. Diop, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation sur un thème bien sûr favori qui est le thème donc des violences basées sur le genre et la protection que l'on peut en tant que Nations Unies et Fonds des Nations Unies pour la population apporter donc aux adolescentes et aux adolescents. Donc je voudrais dire que je vais pas peut-être revenir sur des points que le professeur a soulevé, qui sont donc, elle a fait l'état de la situation et je crois qu'elle a largement parlé de la question du mariage des enfants, des mutilations génitales féminines, également donc du pushback, hein, donc comment dire ça, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, donc avec la montée du conservatisme, pas seulement donc au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais également au niveau mondial. Donc, je crois que je vais faire l'économie de parler de cela, mais ce dont je veux peut-être rappeler, c'est que par rapport au développement, donc aux objectifs du développement, il y a quand même une reconnaissance que l'Afrique de l'Ouest et du Centre est une région qui est largement en retard et qui a besoin, n'est-ce pas, d'accélérer certains efforts pour atteindre ces objectifs, et particulièrement celui de l'objectif numéro 5 qui est donc sur l'égalité de genre et le renforcement des capacités des femmes et des filles. Et malheureusement, nous avons des estimations récentes qui montrent que si l'Afrique de l'Ouest continue comme cela, on ne les atteindra. Les niveaux de violence basée sur le genre et de pratiques néfastes sont un niveau vraiment intolérable qui effectivement a quand même des répercussions importantes sur la santé, mais aussi sur le développement économique. Et je crois que c'est le côté qui a besoin peut-être d'être renforcé dans nos approches quand nous parlons de violences basées sur le genre. Alors, je voudrais rapidement dire, premièrement, que peut-être dans la présentation, si les violences ont été, les harmful practices, donc les violences de mariage des enfants et de mutilation génitale féminine ont été bien couvertes, il faudrait quand même amener la question donc des violences de violences domestiques, donc entre partenaires, qui sont aussi élevées. Quand je prends des exemples de la Guinée équatoriale à 36%, des exemples du Gabon à 57%, donc de violence à l'intérieur donc du couple. Le Burkina Faso est 15%, le Tchad est 29%. Donc, il y a cette question donc qui est aussi importante. L'autre point en termes de violence
c'est peut-être les violences sexuelles que l'on sait malheureusement qui sont fortement liées aux crises humanitaires, aux crises politiques et autres. Et je crois qu'ici, nous avons aussi quelques situations et exemples qui montrent que les violences, donc un pays par exemple même comme le Ghana, qui pourtant a une stabilité politique depuis des décennies, n'est-ce pas, a quand même un taux de violence sexuelle de 18%, pratiquement 19%, c'est l'un des taux les plus élevés de la région. Donc, je voulais juste ramener ces points-là. Alors, les aspirations et la situation des adolescents dans la zone, il faut quand même reconnaître que les adolescents veulent réellement être à la table des discussions, hein, à la table de la programmation, à la table de l'implication donc des adolescentes filles et des adolescents garçons dans les décisions, dans les politiques, les décisions donc de mise en œuvre des programmes et comment est-ce que ces programmes doivent être faits sont réellement au cœur de ce qu'ils voudraient voir arriver. Et en tant qu'adolescent, bien sûr, tout le monde rêve. Le rêve le plus important, c'est un rêve d'être heureux, d'être en bonne santé, d'avoir l'éducation qu'il faut, d'avoir l'emploi qu'il faut, des perspectives d'emploi et réellement de pouvoir contribuer effectivement à soutenir sa famille, qui est sa famille nucléaire et autres. Alors, je veux juste dire un petit mot en plus de ce que le professeur a dit par rapport à l'environnement politique, en disant quand même qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport à l'environnement politique et aux lois qui ont été mises en place dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais il faut reconnaître qu'il y a bien sûr des efforts qui ont été faits et qu'il faut concrétiser quelque part donc les lois qui ont été votées avec le respect de cette loi, leur mise en œuvre, comment dire ça, et que cela touche réellement des populations et que l'appropriation de ces lois puisse réellement se refléter. Donc, je vais m'arrêter là pour la première question. Merci, monsieur le... Merci beaucoup, Dr. Diop. C'est très intéressant et très pertinent. Maintenant, pardon, Madame Thio, à votre tour, s'il vous plaît, votre perspective sur cette question. Les deux questions, s'il vous plaît. Bismillah, bonjour. Assalamu alaikum. Merci. Faites signe si vous me recevez. Oui. Ok, super. Super. Merci beaucoup, Montasser, et merci également au professeur Manou et Dr. Diop qui m'ont précédé. J'apprécie vraiment l'opportunité de partager et d'apprendre de vous sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes au niveau de la région de l'AOC. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, quand même, ça constitue l'une des régions les plus jeunes du monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos. On parle de 77 millions de jeunes âgés de 15-24 ans, ce qui représente quand même une très large proportion. Et c'est des jeunes qui présentent des vulnérabilités particulières et qui ont des besoins et des attentes spécifiques. Et en termes d'attente, moi, je commencerai par l'accès rapide aux soins. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'accéder, et j'insiste sur la rapide, parce que c'est une génération quand même qui est caractérisée par la culture de l'immédiat, qui veut tout de suite. Et de ce fait, ces jeunes-là veulent que les parcours de soins soient plus simples, que le temps d'accueil soit moins long et qu'ils puissent avoir accès à ces services-là le plus rapidement possible. Le deuxième point en termes de besoins, c'est que ces jeunes manifestent des besoins en termes de qualité des services, c'est-à-dire un focus sur tout ce qui est l'humanisation des soins, que ça soit des soins respectueux. Et je donnerai l'exemple de l'abandon du planning familial, parce que nous discutons beaucoup de comment augmenter la prévalence contraceptive au niveau de la région. Nous parlons aussi de comment avoir de nouvelles utilisatrices. Mais d'après mon expérience, je dirais que l'abandon PF
chez les jeunes femmes et les adolescentes devrait retenir beaucoup plus l'attention au niveau de la région. Beaucoup de ces femmes font ce qu'on appelle l'errance contraceptive, ce qui veut dire qu'elles rapportent qu'elles ont choisi d'abandonner les services PF et pour plusieurs raisons qui sont liées à la qualité des services. Les jeunes aussi ont des besoins en termes de politique plus inclusive. Cela a été mentionné par mes deux prédécesseurs, surtout les jeunes qui sont sans emploi, les jeunes qui n'ont pas d'éducation, parce qu'ils font partie des plus précaires et nos États devraient leur garantir l'accès à certains droits. Il y a des besoins en termes de participation, cela aussi a été relevé. Il y a eu des progrès, certes, mais ce qu'on observe aujourd'hui avec les tendances, c'est qu'on a un rétrécissement de l'espace civique. De plus en plus, les jeunes ont des difficultés à s'exprimer et à participer à l'élaboration de ces politiques-là. Et cela est matérialisé, par exemple, par la censure sur Internet que l'on voit et qui menace vraiment la participation active des jeunes dans la prise de décision. Et les jeunes aussi ont besoin de jouir de leurs droits basiques. Je ne parlerai pas de l'éducation et autres, ça a été mentionné, mais je mettrai le focus sur la coercition reproductive parce que nous évoluons dans un contexte ou bien des contextes au niveau de la région où les pays sont hostiles à l'avortement. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que si je prends l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, les filles et les adolescentes, même qui sont victimes de viols et d'inceste, ne sont pas autorisées à avorter. Et cela constitue de la coercition reproductive parce qu'elles n'ont que deux choix, soit c'est de garder ces grossesses indésirées, soit c'est de recourir aux avortements clandestins, malgré les risques de décès et de handicap. Et une particularité aussi des jeunes de cette région-là, qui fait qu'ils ont des besoins et des attentes en termes de sécurité, c'est que c'est des zones à conflit. Nous avons le conflit au Sahel, nous avons également les conflits majeurs au niveau de la République de Centrafrique, et cela engendre en tout cas beaucoup de perturbations, que ce soit sur l'accès aux services ou bien sur l'accès à l'éducation. Et les jeunes attendent des réponses, veulent des réponses sur ces situations-là pour que ces perturbations soient réduites. Et pour l'environnement institutionnel, je vais être rapide. Comme tout le monde l'a dit, il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'engagement, il y a eu beaucoup de promesses déjà dans l'espace, au niveau de la région, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine et autres, mais aussi au niveau pays, où on voit de plus en plus qu'il y a des politiques et des stratégies qui sont développées, surtout les stratégies nationales genre, qu'on retrouve un peu dans différents pays de la zone. Mais en réalité aussi, ce qu'on observe, ce qu'on constate, c'est que nos différents gouvernements rencontrent encore des difficultés à décliner ces engagements-là et ces promesses-là en action concrète sur le terrain. Merci beaucoup à Madame Thiou. C'est encore des points très intéressants et très pertinents. Et votre point avec Dr. Diop sur la situation humanitaire, de conflit, de l'inclusion, l'importance d'inclusion de la voix de jeunes adolescentes et adolescentes, leur voix à la table et la pertinence des enjeux d'accès et qualité de service, éducation et l'opportunité que nous présente l'offre, comment dire, le politique qui existe, qui peut être présente une opportunité pour augmenter le service et la réponse de besoins des adolescents. Et maintenant, pour ajouter quelques points sur les deux questions, pour répondre aux deux questions, Dr. Imena, s'il vous plaît, ajoutez votre point de vue. Merci. We can't hear you. Ok, merci beaucoup, Montasser. C'est très difficile de prendre la parole après des experts pointus qui ont presque balayé tout. J'aimerais d'abord donner une précision que je ne travaille plus pour NDEP Network qui n'existe plus.
depuis longtemps, c'est une précision. Et ensuite, pour revenir sur les deux questions posées, j'aimerais d'abord souligner que quand on parle de 23%, les gens peuvent minimiser 23% de la population. Mais si nous considérons plus de 600 millions d'habitants qui sont de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 23%, c'est près de 150 millions, plus de 140 millions d'habitants. Donc, c'est plus que la population de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous aujourd'hui. Donc, regardez, alors quand vous parlez de cette population-là, vous parlez de 10%, vous minimisez un peu, 10%, 20%, mais prenez ça en termes réels, c'est énorme. Donc ça, c'est le premier constat. Donc le nombre donc la situation est préoccupante, la situation de jeunes. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? C'est que nos jeunes font face aux défis majeurs en termes de santé sexuelle et reproductive, mais dans quel contexte? C'est une insécurité globale. Les jeunes vivent dans une insécurité globale. Par insécurité globale, je vois l'insécurité économique liée au chômage, liée au manque d'emploi, liée à la pauvreté, donc à l'insécurité alimentaire. Par insécurité globale, je vois donc l'insécurité sanitaire. Ils n'ont pas accès aux soins de santé qu'ils veulent avoir. Par insécurité, je pense à l'insécurité communautaire, où il y a encore des pratiques et des normes. Et pour rappeler que nous continuons à vivre entre nos traditions et la modernité. Donc, nous avons dit que les traditions étaient mauvaises, mais on doit copier la modernité, mais nous n'avons pas totalement abandonné la tradition, nous n'avons pas copié la modernité au total, donc dans l'ensemble. Donc, nous vivons quelque part, et avec toutes les conditions que nous sommes en train de vivre. La situation est d'autant préoccupante puisque nous vivons dans toutes ces insécurités-là, environnementales, puisque avec les changements climatiques, ça envoie les jeunes aux migrations. Et ça expose les jeunes, garçons et filles, ça expose les jeunes à des pratiques, à certaines pratiques, à certains comportements à risque. Il y a, en plus de cela, il y a l'insécurité physique. Et il y a l'insécurité politique. Je ne vais pas revenir avec les conflits armés, et ainsi de suite. Mais tout cela dans un contexte de méga-tendances. Une urbanisation rapide et qui est souvent non planifiée. Donc, le jeune gens, les jeunes filles, les jeunes garçons qui vivent dans les banlieues, dans les bidonvilles, sont plus en insécurité même que les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont en milieu rural. Donc, c'est ça les constats. Le constat, c'est que les réseaux sociaux exposent, et la télévision et autres, exposent les jeunes gens à certains comportements qui posent des problèmes au niveau de leur avenir. Qu'est-ce qu'il y a encore comme constat? On se préoccupe plus à la situation de jeunes filles, ce qui n'est pas mal, puisque éduquer une femme, c'est éduquer une nation, mais on accorde moins d'importance aux garçons, alors que les deux sont tenus vivre ensemble. Ce qui fait que c'est que la fille dit que ce n'est pas normal, pour les garçons, on continue à voir que c'est normal. Et avec ça, où allons-nous? Donc, il y a encore des pratiques qui ne permettent pas à ces jeunes de s'épanouir correctement. Leur attente n'est rien d'autre que le bien-être, être considéré dans la société et aussi contribuer au développement de leur société. Malheureusement, ça pose encore des problèmes. Donc, voilà ce que je peux dire. Si nous avons encore les questions de maternité précoce, nous avons les questions de violences basées sur le genre, nous avons encore des questions de mariage précoce. Tout cela, c'est puisque les textes aussi ne sont pas respectés. L'application des textes qui existent est encore sélective. Donc, il y a certains textes qu'on considère. Je vais donner un exemple.
il y a certains pays qui ont ratifié les protocoles de Maputo, qui dit que en cas de viol, on peut recourir à l'avortement. Et au même moment, les textes de plusieurs pays, dans plusieurs pays, c'est écrit que les relations sexuelles avec une adolescente constituent un viol. Alors maintenant, quand l'adolescente est enceinte, on ne considère plus ça comme viol pour qu'elle puisse bénéficier des soins appropriés si elle veut, mais elle n'a pas accès à l'avortement. Donc, la situation est vraiment complexe. Donc, voilà ce que je peux dire, qu'au-delà de ces pourcentages, ce sont des êtres humains. En termes de nombre réel, c'est très important et c'est préoccupant. Donc, nous devons, on doit intégrer les garçons aussi dans plusieurs programmes. Donc, les programmes de masculinité positive doivent être renforcés pour que et les garçons et les filles puissent avoir la même vision. Qu'est-ce qu'on appelle violence? Et violence, qu'est-ce qu'on appelle pas violence? Ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux ajouter par rapport à ça. Merci beaucoup, Dr. Emina, pour ces points très importants aussi. Maintenant, j'aimerais faire la transition avec Marie-Glorieuse à ce point. On peut essayer cette fois, Marie-Glorieuse? Oui, oui. Est-ce que Ah, ça marche? parfait. Voilà. Oui, oui. Après plusieurs tentatives, Parfait. ça marche. Je vous laisse pour continuer pour le moment. Merci beaucoup tout le monde et je vous vois plus tard. Merci. Merci beaucoup, merci Montasseur. Et bonjour encore à tous et à toutes. Marie-Glorieuse Ngabire, je suis la directrice régionale pour le bureau du CRD pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, basé à Dakar. Donc, toutes mes excuses avec les difficultés techniques qu'on a eues tout à l'heure. Et puis, bon, voilà, on est là, je suis là. Et puis, vraiment content de vous avoir. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait presque 150 participants. C'est excellent. Et puis, aussi, bienvenue à nos panélistes et puis à notre présentatrice aussi. Donc, professeur Manou, avec aussi docteur Diop, Madame Thioy, comme ça a été mentionné, docteur Emina aussi. Voilà, donc peut-être sans plus tarder, je sais qu'on est en train de prendre un petit peu de retard. Si vous permettez, je vais passer à la deuxième série de questions et je vais m'adresser à vous, Madame Thioy. Donc, en tant que praticienne qui travaille à l'amélioration de la santé des jeunes au Sénégal, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain comme étant les principaux défis affectant la santé reproductive des adolescentes et des adolescents et aussi qui contribuent à leur exposition aux violences basées sur le genre? Madame Thioy? Oui, merci beaucoup. Merci, Madame la directrice. Je crois que moi, je suis plutôt du côté de l'Afrique. Je suis au bureau régional, pas au Sénégal seulement. Et en fait, je travaille très peu au Sénégal. Donc, peut-être je vais prendre la question. Oui, toutes mes excuses. Peut-être c'était la question pour Madame Thioy. Comme voilà. C'est moi. Thioy, et puis je reviendrai à vous, docteur Diop. Très bien. Voilà, merci. Donc, merci beaucoup, Marie. Thioy, oui. Okay. Oui, j'ai bien entendu. Merci beaucoup. Par rapport aux principaux défis, d'abord, je dirais que sur le plan politique, nous avons les barrières au niveau des politiques et des lois. Ça a été relevé tout à l'heure. Et les questions, par exemple, émergentes qui doivent être intégrées et qui concernent les adolescents et jeunes, nous ne les retrouvons pas. En tout cas, ce n'est pas assez bien intégré dans les politiques, les programmes et nos interventions. Je parlerai, par exemple, de la masculinité positive, comme Emina l'a souligné. Il y a le problème de la santé mentale. Il y a des thématiques autour des violences gynécologiques et obstétricales. La question de la parentalité sans violence, c'est des questions émergentes qu'on devrait retrouver aujourd'hui dans tout ce qui est documents politiques et nos interventions, mais que nous n'avons pas, qui constituent un défi. Il y a aussi le leadership encore superficiel
sur les ressources, la rareté des ressources. Aujourd'hui, c'est une réalité, que ça soit dans tous les pays du monde, mais spécifiquement au niveau de la région. Il y a le problème au niveau les défis au niveau des données. Ça a été mentionné, je pense, par Montasser dans son introduction. Jusqu'à présent, il y a ce problème de disponibilité, de désagrégation, alors que nous savons qu'on ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas et que derrière toute bonne politique, il se cache ce qu'on appelle des bonnes données. Il y a les défis par rapport à la santé digitale aussi. À l'entame de mes propos, je parlais de besoin d'avoir accès rapidement à ces services. Et aujourd'hui, cette digitalisation de la santé va faciliter cet accès rapide-là à ces adolescents et jeunes et devient par conséquent un déterminant pour l'utilisation des services par les adolescents et jeunes. Il y a aussi des défis par rapport à la multisectorialité. Dans un contexte de conflit comme la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, je pense que ce serait bien d'essayer d'élargir cette multisectorialité aux forces de sécurité et de défense et d'intégrer vraiment tout ce qui est politique migratoire au niveau de la région de l'AOC. Pour ce qui est des organisations de la société civile et des organisations de jeunesse, en termes de défis, c'est d'améliorer notre approche de travail, surtout avec les parlementaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des progrès certes au niveau des lois, mais si je prends l'exemple de mon pays, le Sénégal, que je maîtrise mieux, depuis par exemple 30 ans, il y a le plaidoyer autour du code de l'enfant et on n'arrive pas à le faire adopter. Il y a le plaidoyer pour le relèvement de l'âge légal du mariage et jusqu'à présent, on n'a pas de succès. Il y a le plaidoyer par rapport à l'autorisation de l'avortement et il n'y a pas de succès. Et aujourd'hui, pour avoir ces lois-là, il faut une collaboration stratégique avec les parlementaires parce que c'est eux qui l'adoptent. La société civile aussi devrait évoluer dans sa manière de travailler, essayer d'agir un peu plus à petite échelle. Je pense que le travail de la société civile et des organisations de jeunesse aujourd'hui doit être beaucoup plus souterrain. Aller au niveau des ménages, aller au niveau des foyers domestiques pour un peu accélérer le changement. Et pour ce qui est des défis spécifiques, en tout cas, par rapport pour les jeunes, je dirais que je vais mettre le focus sur les femmes parce que dans notre travail, nous travaillons beaucoup avec les femmes, les filles et les adolescentes. Et nous avons cette tendance à dire qu'il y a des actions collectives que nous pouvons mener, mais il y a aussi des actions qu'on ne peut faire qu'au niveau individuel. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple des stéréotypes, si je prends l'exemple des injonctions sociales, l'exemple de l'injonction sociale sur la beauté, ce qu'on constate, c'est que nous, en tant qu'adolescents, en tant que jeunes filles, en tant que jeunes femmes, ainsi que les filles, nous donnons trop d'importance, on se focalise tellement sur l'apparence à cause de ces injonctions-là que nous manquons des opportunités de nous former, d'avoir de nouvelles compétences, d'avoir de nouveaux centres d'intérêt afin de nous accomplir plus et d'être moins exposés à ce qu'on appelle les violences économiques que Dr Diop avait mentionné tout à l'heure à l'entame de ses propos. Globalement, je dirais que ça, c'est des points rouges, c'est vraiment les red flags qu'on retrouve en termes de défis qui affectent la santé des adolescents et jeunes au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Oui, merci beaucoup, Madame Thioye, pour propos et bien mettre en évidence les différents défis à différents niveaux. Alors, je passerai la parole à Dr Emina, lui demandant, surtout avec son expérience dans le travail en Afrique centrale, quels sont les obstacles au niveau politique qui empêchent d'obtenir les meilleurs résultats en matière de santé reproductive des adolescents et adolescentes. Dr Emina. Merci beaucoup, Marie-Glorieuse. Ma prédécesseur a déjà donné la réponse à un certain nombre d'éléments, mais je vais insister sur l'absence de politique basée sur les évidences. Donc, beaucoup de politiques ne sont pas basées sur les données réelles, les données factuelles. Donc, je vais donner quelques exemples. On a observé on observe quand même, malgré la situation préoccupante, on observe dans certains secteurs et dans certains pays des progrès dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Il y a baisse
de la prévalence des mariages précoces, il y a baisse parfois de la fécondité des adolescentes, baisse de cette violence dans certains pays. Mais parfois, les politiques investissent l'argent là où on ne fallait pas investir, puisqu'on ne sait pas quelle est la source de ces changements-là. Donc, les recherches que nous avons menées dans plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest montrent que, selon les pays, les changements que nous observons dépendent. Il y a certains changements qui viennent essentiellement de la scolarisation des filles dans certains pays. La scolarisation permet, mais elle n'est pas suffisante à elle seule. Dans d'autres pays, ce sont surtout les programmes qui sont mis en œuvre. Les programmes accélèrent, donc améliorent les statuts de la femme, réduisent la précarité des jeunes filles, ainsi de suite. Mais si on fait des politiques, on ne tient pas compte de ces résultats-là, donc on risque d'aller investir là où il ne faut pas investir. Et tout simplement aussi pourquoi, puisque beaucoup de nos politiques, beaucoup de nos programmes sont financés par l'extérieur. Donc, nos pays ne mettent pas le moyen dans le budget que voilà, dans le budget national, dans nos ressources propres, on doit mettre l'argent sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ça, c'est un autre problème. Il faut que ça soit une préoccupation nationale au lieu d'attendre seulement l'argent qui vient de l'extérieur. Ce qui fait que souvent, on commence un programme, mais on arrive, donc dès que le financement termine, on ne peut plus continuer et le problème redevient là. Et ce qui fait que, comme les programmes aussi, l'argent qui vient ne peut pas financer les programmes dans tous les pays, vous allez voir qu'il y a les inégalités au niveau de certaines régions, ainsi de suite. Certaines régions bénéficient plus des interventions que d'autres. Donc, on doit arriver à corriger cela. Donc, il y a la faible mise en œuvre de beaucoup de politiques et de programmes. Donc, les politiques sont là, parfois, des textes qui sont intéressants, mais on n'arrive pas à assurer la meilleure mise en œuvre de cela. Et suivre aussi. Suivre et évaluer ces programmes. Donc, une fois on investit, après, on ne sait pas évaluer quel est l'impact de ces programmes, ainsi de suite. Enfin, il y a les approches qui sont utilisées. Souvent, on utilise les approches sectorielles. Pour le même problème, vous allez trouver les secteurs de la santé qui travaillent dans le secteur de la santé. Et il n'y a pas les aspects de l'éducation là-bas. Les gens de l'éducation travaillent dans leur secteur, alors que les approches globales, holistiques, multisectorielles seront mieux pour résoudre le problème à la source. Donc voilà ce que je peux dire pour... je sais que c'est un peu compliqué, mais je pense que les approches globales, holistiques et systémiques seront plus appropriées pour résoudre le problème des adolescentes et des adolescents. Et ne pas mettre l'accent seulement sur les filles, comme je l'ai dit, il faut les mettre ensemble, bien qu'ils sont différents, pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Edna. Merci de relever effectivement l'importance des politiques et des pratiques basées sur les évidences et l'importance de la recherche. Et je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure avec le dernier tour de questions. Donc, merci beaucoup. Et je passe à vous, Dr. Diop. Et ayant entendu effectivement ces enjeux, ces défis au niveau des politiques, d'après vous, quelles sont les interventions qui devraient être adoptées pour créer un paysage politique favorable à la résolution de ces défis-là, en lien donc avec la santé reproductive et les violences basées sur le genre dans la région? Vous l'avez souligné tout à l'heure que effectivement vous travaillez dans toute la région, l'Afrique centrale et de l'Ouest. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je vais commencer là où Jacques Mina a finalisé son intervention. C'est vraiment de mettre l'accent sur les modèles d'intervention donc multisectoriels.
hein, donc où nous pouvons mettre en place une synergie entre les interventions dans le domaine de la santé et de la reproduction, les interventions de protection des adolescentes et des adolescents, les interventions d'éducation, nécessairement un focus sur les renforcements donc des opportunités économiques et bien sûr tout le reste, hein, tout le reste en termes que ce soit d'hygiène, de santé, de propreté, etc. Donc on appelle cela, nous, un petit peu dans notre jargon, on essaie de mettre en place des programmes qui regardent le modèle écologique. Ce n'est pas qui utilisent donc des cercles d'intervention qui vont donc de l'individu à la communauté, au niveau de la société et au niveau donc du politique. Donc il y a ces différents niveaux d'intervention qui doivent fonctionner en même temps et qui vont bien sûr, comme je l'ai dit, toucher donc tous ces différents domaines où qui encadrent donc l'adolescent et l'adolescente et l'adolescent. Alors c'est très difficile, à vrai dire, et je crois que c'est le plus grand défi, c'est de pouvoir avoir cette synergie et cette coordination. Mais on sait que s'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on peut avoir des petits résultats dans un domaine, mais si les autres composantes ne sont pas prises en charge, on se retrouve donc effectivement dans des difficultés et peut-être pas le plein potentiel de l'intervention qui est faite donc dans un domaine donné, hein. Et donc le cadre de l'éducation, je crois que c'est clair, ça a été dit, c'est-à-dire que la jeune fille peut être à l'école, mais pour qu'elle reste à l'école, il faut quand même un système de protection. Il faut donc une éducation qu'on appelle Comprehensive Sexuality Education, qui va lui permettre également donc de renforcer ces éléments de protection, ces éléments de compréhension de l'hygiène, n'est-ce pas, etc. Tout un volet qui lui permet en fait d'être vraiment en plein atteindre ses pleines potentialités. Donc, je crois que ça, c'est clair aujourd'hui. C'est le système de coordination de ces approches qui est le plus difficile à mettre en place, même si les pays font quand même beaucoup d'efforts et que nous, en tant que Nations Unies et UNFPA, nous essayons effectivement de les guider et de les appuyer dans ce sens. Il existe énormément de guides, hein, et d'outils programmatiques qui ont été quand même identifiés pour répondre à cela et qui mettent l'accent sur, par exemple, 7 interventions stratégiques qui est, par exemple, la question donc de renforcement des compétences sur les relations, le renforcement donc des femmes, l'autonomisation des femmes, s'assurer que les services sont disponibles d'éducation, de santé, de la reproduction, que la pauvreté est réduite, que l'environnement est sécuritaire, hein, et que les adolescents, n'est-ce pas, les abus qu'il peut y avoir pour les enfants et les adolescents sont prévenus. Et bien sûr, il y a tout le gros volet qui est la transformation des normes sociales et des attitudes donc néfastes, n'est-ce pas, à tout ce qui a été cité auparavant. Donc, je crois qu'on a quand même dans la sous-région des exemples qui touchent plusieurs pays à la fois. Et je vais noter le programme global de réduction du mariage des enfants, qui touche quand même 12 pays, et le programme de réduction donc, des mutilations génitales féminines qui touche 17 pays, dont environ 8 à 9 dans la sous-région. Et ce sont des programmes donc, où le travail a été basé sur des évidences, réellement, et sur la recherche, et qui ont permis de montrer réellement quelques interventions qui marchent. Pour le côté de l'éducation et maintenir les filles à l'école, il faut passer par les systèmes de cash transfert, hein, le transfert de finances, et avec les politiques bien sûr qui améliorent cela, mais s'assurer réellement que la famille est en l'aise pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, cette jeune fille, que ce soit les kits scolaires, la nutrition, un repas par jour au niveau de l'école, etc. Donc, je pense qu'il y a des interventions quand même où on a des évidences que ça marche.
L'autre peut-être point que je vais soulever rapidement, c'est vraiment toute la question de l'autonomisation des femmes et des filles, n'est-ce pas, qui soient à l'école ou hors de l'école. Dans le programme que je gère, qui est le SWED, il y a des espaces sûrs dans les écoles d'éducation et de protection des filles avec l'association des enseignants et des directeurs d'école et des mentors. Et il y a des espaces sûrs en milieu communautaire pour les filles, malheureusement qui sont déjà sorties de l'école. Donc, je crois que ce sont quand même des exemples qui ont des évidences, qui marchent et autres. Et bien sûr, je ne vais pas m'empêcher de parler de toute la question donc de l'accès à l'information qui, il faut le dire, on a une sensibilité dans ces sous-régions pour la question de l'éducation sexuelle, Comprehensive Sexuality Education, éducation sexuelle compréhensive. Là, quand vous utilisez ce terme, vous avez les gouvernements qui ferment les yeux tout de suite, ils n'entendent plus. Par contre, si vous parlez d'éducation à la vie familiale, éducation, où il y a des termes même, des pays qui ont utilisé des termes locaux, dans les langages locaux, n'est-ce pas? Là, il y a une ouverture. Et je veux dire que dans 12 pays actuellement où nous travaillons dans le cadre donc, du SWED, il y a ce qu'on appelle cette éducation à la vie familiale qui comprend vraiment tous les éléments, y compris la santé de la reproduction, l'éducation à la santé de la reproduction, sur un programme de 6 mois intensif des adolescentes qui a montré aussi ses résultats. Et en fait, ce sont ce genre d'intervention, mais on évite d'utiliser le terme qui ne plaît pas au gouvernement et bien sûr tout se passe bien. Donc je crois qu'il y a ce côté-là que nous devons aussi comprendre, les difficultés, n'est-ce pas, dans le langage de certaines terminologies et vraiment voir comment est-ce que nous pouvons revoir certaines terminologies pour cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Merci beaucoup, Dr Diop, pour cette intervention très riche. Donc, merci à vous trois d'avoir vraiment brossé un tableau de ces défis-là, les défis au niveau des politiques, au niveau des lois qui existent et des lacunes en particulier. Vous avez aussi mentionné l'importance de la recherche pour pouvoir avoir ces investissements-là qui sont plus efficaces. Parler aussi des approches qui sont très importantes en termes de coordination, collaboration, multisectoralité, mais aussi des approches multisectorielles qui, entre autres, poussent à avoir au centre les jeunes comme entité à part entière. Et c'est très bien aussi de pouvoir identifier ces interventions, ces initiatives qui fonctionnent. Ce sont des opportunités dans notre région, l'existence, comme vous l'avez mentionné, d'outils et de guides pour nous en servir, des interventions au niveau de l'éducation, l'autonomisation en général des filles, mais aussi l'importance de la contextualisation des interventions à mener dans la région. Alors, si vous permettez, on va passer à le dernier tour de questions. Je vais commencer par vous, Dr Emina. Vous avez déjà touché l'importance des politiques et des pratiques basées sur les évidences. Donc, pour vous, comment la recherche peut contribuer à lever ces obstacles et quelles sont les autres opportunités de recherche qui vous viennent à l'esprit? Merci beaucoup, Marie-Glorieuse, pour cette question pertinente. Oui, la recherche donne les faits, montre le fait, les observations, les décrits. La recherche montre ce qui ne va pas, les gaps. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la recherche montre aussi comment, propose des solutions, sous forme de recommandations sur comment on peut améliorer la situation. Mais le problème maintenant, c'est comment passer, la vraie question c'est maintenant, comment passer des résultats de la recherche aux politiques et aux programmes. C'est là le vrai problème.
puisque généralement en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a très peu de dialogue entre les politiques et les décideurs et les parties prenantes. Il y a très peu d'écart. Le programme Suède fait souvent un peu exception puisque il travaille avec les universités et autres. Mais dans la plupart des cas, le travail de recherche reste à l'université dans des bureaux et sont présentés dans de grandes conférences où les politiques, les décideurs ne participent même pas. Donc, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Donc, c'est ça le vrai problème que nous avons. Il y a nécessité et beaucoup de recherches aussi sont commanditées par l'extérieur, comme je l'ai dit tantôt. Et les pays africains, surtout de l'Ouest et du Centre, ne financent pas souvent les recherches. Donc, ce qui fait que les recherches qui sont effectuées sont faites sur la demande de l'extérieur et on rend compte au demandeur, donc à la personne qui a demandé, qui a commandité la recherche. Donc, ce qu'il faudra, c'est un effort à 2 ou 3 niveaux. C'est-à-dire que les chercheurs doivent tout faire pour que non seulement les politiques, mais aussi les communautés où la recherche sera menée soient informées du processus. Dès la conception de l'étude, de la recherche, jusqu'à la publication des résultats. Donc, le partage des résultats. Et là, le politique sera informé que, ah oui, il y a telle situation et on va faire le suivi. Mais sans cela, c'est impossible. Donc, il faut un travail à double sens et le politique aussi doit s'approcher du chercheur. Donc, et comme ça, on devrait voir quels sont les... aller un peu plus rapidement parce que le temps nous presse. OK, là, je termine. Alors, pour terminer, il faut que les terrains de recherche qui sont commandités par le pays. Pourquoi? Puisque le pays va demander des recherches selon ses priorités. Les priorités sur le mariage précoce ne sont pas les mêmes au Nigeria et au Gabon. Les priorités des violences basées sur le genre ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc, chaque pays doit essayer d'identifier les priorités et mener des recherches dans ces domaines-là. Et pour pouvoir donc, proposer des actions concrètes et les exécuter. Voilà ce que je pourrais dire, que la recherche doit être service des politiques et les politiques doivent donner aussi la matière à la recherche pour que le mouvement de va-et-vient puisse continuer. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Dr Emina. Madame Thioye, vous demanderez, pouvez nous partager peut-être des exemples spécifiques de politiques qui peuvent faire la différence en termes d'amélioration de la santé reproductive des adolescents et adolescentes et aussi contrer les violences basées sur le genre. Si vous pouvez peut-être 1 minute 30 secondes. On est pressé par le temps. Absolument. Oui, c'est pas grave. Je dirais peut-être rapidement, comme l'a souligné Madame Diop, au niveau de l'espace, AOC déjà le programme Suède, je trouve qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est une bonne politique. Nous avons aussi l'engagement récent de l'AOC, même si c'est récent, je trouve aussi au niveau de l'espace, c'est une bonne politique. Au niveau de nos pays, nous voyons de plus en plus des initiatives autour des ménages, comme je disais tout à l'heure. Et si c'est bien exploité, si on essaie vraiment d'agir à ce niveau, ça peut demain être une bonne politique qui va accélérer le progrès parce qu'encore une fois, les stéréotypes se développent dans les foyers. Les vulnérabilités démarrent dans les foyers, démarrent dans les ménages. Donc, cette approche-là sera peut-être une bonne pratique si c'est bien mis en œuvre. Le cash transfert que Mme Diop a mentionné aussi, c'est une bonne politique. C'est des filets sociaux. Sauf que nous, ce qu'on constate, c'est que ce serait bien, afin de le renforcer, de cibler d'autres groupes d'adolescents et jeunes. Je prends l'exemple des adolescentes mères qui sont confrontées au problème de la monoparentalité et qui aujourd'hui limitent leurs accès à des opportunités, limitent leurs accès au retour à l'école, à la scolarisation.
Autant il y a des kits scolaires, le milieu scolaire est ciblé dans les cash transferts, autant ces adolescentes et jeunes-là qui ont été confrontés à ces grossesses précoces-là mériteraient d'être aussi une cible plutôt dans les initiatives de filets sociaux et de cash transfert. Il y a aussi des initiatives par rapport à la recherche qu'on voit. Il s'agit de mettre en place ou bien de mettre ensemble des initiatives de collaboration entre les acteurs et le milieu académique. Et je pense que ça aussi, ça peut, dans le futur, régler pas mal de problèmes et de situations concernant la recherche et la disponibilité des données. Merci énormément, Madame Thioye. Alors, à vous, Dr Diop. Donc, en parlant de recherche, quelles seraient les opportunités de recherche pour favoriser ou catalyser un environnement politique qui soit propice à l'amélioration de la santé reproductive et la prévention des violences? Voilà, non, merci beaucoup. Oui. Je pense que tout ce qui a été dit avant par ces honorables speakers est vraiment valable. Réellement, j'approuve et j'applaudis. Je voudrais juste peut-être rajouter une chose. Premièrement, je pense qu'il faudrait, quand on parle de ce domaine, de santé de la reproduction, de violence basée sur le genre, et que veut vraiment adresser ce problème, il faut que nous passions à ce qu'on appelle la recherche opérationnelle ou la recherche appliquée. Réellement, je pense que j'adore la recherche. J'ai été formée d'ailleurs au Canada en tant que chercheur, mais il y a recherche et recherche. La recherche qui reste fondamentale et importante dans le milieu effectivement médical et autres, mais quand on parle de santé de la reproduction et de violence faites aux femmes, on est dans le domaine du social. On est dans le domaine des normes sociales ici aujourd'hui de plus en plus. C'est compris. Donc ici, vraiment, moi, je vais d'abord faire un appel pour que la focalisation de ce que l'on fait soit des recherches réellement qui parlent directement aux politiques. Qu'on n'ait pas besoin d'avoir un transfert de connaissances qui est nécessaire, donc une étape de 1 an, 2 ans pour utiliser peut-être quelquefois 10% d'une recherche qui a été financée et qui est... Donc, je vais mettre l'accent sur ce point-là. Il nous faut des recherches opérationnelles ou appliquées, comme vous voulez les appeler, qui puissent nous prendre réellement en compte des questions et des problématiques d'aujourd'hui, des gouvernements, des adolescents eux-mêmes, et de tous les jeunes en général et de tous les acteurs qui veulent intervenir dedans. Mon deuxième point par rapport à la recherche, c'est vraiment faire un plaidoyer. Et je pense que nous n'avons pas assez de recherche sur la question de la masculinité positive dans cette région, dans cette sous-région. Et donc, nous devons vraiment voir comment renforcer le quorum de recherche qui peuvent être faits pour comprendre un petit peu la question des hommes et des jeunes hommes et des adolescents, donc hommes, sur cette question de masculinité positive, parce qu'il faut quand même reconnaître que si les hommes et les jeunes garçons ont des problèmes, en majorité, il faut reconnaître que les questions de violence et d'accès à la santé de la reproduction sont des questions aussi très féminines aujourd'hui. Et ce sont les femmes qui sont laissées derrière, les adolescentes filles qui sont laissées donc derrière. Donc, on a besoin de comprendre un petit peu le côté mental même de ces hommes et de ces garçons, parce que je crois qu'il y a un problème de santé mentale quelque part, mais il y a aussi un problème réellement de toutes les normes qui sont autour de cette masculinité positive et ce qu'elle représente pour cette sous-région. Donc, nous avons effectivement des valeurs et des traditions très riches et fantastiques, n'est-ce pas? Mais il faudrait quand même que nous ayons des avancées et qu'il y ait une reconnaissance qu'il y a des pratiques néfastes et que la question donc de l'engagement des femmes et des adolescentes filles est une question cruciale pour le développement de ce continent. Merci. Merci beaucoup, Dr Diop. Des points très, très pertinents et d'une grande importance, et je pense aussi dans le cadre surtout du CRDI avec notre mandat, ça résonne effectivement avec ce que nous aspirons de faire et l'impact que nous voulons avoir. Donc, merci encore. Le temps nous presse, il nous reste seulement 4 minutes.
Je ne sais pas si c'est possible, peut-être. On a regardé, on pensait avoir aussi l'interaction avec les participants, mais en regardant dans les messages, on n'a pas vraiment de questions. Il y avait juste une question sur comment le CRDI implique les jeunes. Et peut-être ici, je demanderai s'il y a des collègues en ligne de partager, par exemple, ce qui se passe dans le cadre du programme ADOS au Sénégal pour démontrer comment les groupes de jeunes travaillant aux côtés des chercheurs au Sénégal, comme exemple, sont vraiment très impliqués et ça touche non seulement le fait de leur autonomisation, mais aussi le leadership dont Madame Thioy aussi dont elle a parlé. Donc, peut-être ajouter un lien dans notre chat pour que la personne ou les autres personnes qui seraient intéressées par cet aspect, l'implication des jeunes puissent avoir cette opportunité de voir comment le travail qu'on appuie fait vraiment intervenir les jeunes au cœur des actions et comme aussi les leaders ont eux-mêmes du changement qui doit être apporté. Alors, si vous permettez, je vais peut-être demander à nos panélistes et peut-être même au professeur Manou, si vous pouvez peut-être en une phrase, je sais que ce n'est pas facile, mais en une phrase vraiment, peut-être donner aux participants, au public d'aujourd'hui, ce qui peuvent, un point essentiel à retenir s'il y avait juste une phrase à dire. Peut-être je vais commencer avec vous, Dr. Diop. Thank you very much. Oh, okay, okay, Professor Manu, please go ahead. Thank you very much, Marie Glorious, and thank you very much to the panelists. I think that it has been really insightful how we have reiterated each other's points. We live in a very difficult region, and yes, there has been some progress, but there are also many challenges. I mean, we did not mention COVID and what COVID has done to our economies. I did talk about the growing anti-gender movements, and I think Dr. Amina in particular also highlighted the insecurities, but also the issue of a certain use of decolonization, of decoloniality in a negative sense that reinforces many of the positions of the anti-gender movement. So we are seeing this growing nationalism, which is also a threat to even some of the efforts. I liked particularly the reinforcement of the issue of multi-sectorality. I think that in the study that we did, we showed that you cannot approach these issues in silos, as is often the practice, and that it is important that we get all these perspectives. And then the positive, I think we frame adolescents and youth often as a problem, but I am going away with this reinforcement of the positivity of the youth and adolescents. They are interested in their societies. They want to see a future. They want to participate in both the civic, the social, the political lives of their countries. And it is often truncated. So like Madame Diop says, if girls leave school, then some of the programs that are being done in schools are closed to them. So how do we recognize this positivity of the youth themselves and integrate it in our actions? Like the way in which the international community handled the renegotiation of the Beijing Platform for Action. I think the various speakers have highlighted the fact that we have a lot of commitments. The issue is how do we monitor compliance? What are the incentives? So if you go to the Maputo Protocol,
or the SDGs, the goal on gender equality, etc. Or many of these things that we're talking about are there. So we don't need new commitments. What we need is a way to ensure that our countries, our governments, our communities recommit to these commitments and implement, because the issue is about implementation. What are the actions? Yes, the research shows the gaps, the opportunities, but we must also move forward. So that whether we're talking about action-oriented research, applied research, etc., in the end, it's about implementation. And how do we really catalyze policymakers and communities to move? We have this regions, these two regions with very, very slow changing gender norms and practices. We cannot afford to wait. So what can we do to move things forward? Thank you. Thank you so much, Professor Manu, and thank you really for emphasizing the point that to really address these issues, it's everybody's effort. We have to work together, but also living with us that note of optimism that we can get there if we really commit to it. Donc, merci beaucoup. Alors, Dr Diop, disais si vous avez un message clé pour l'audience. Et je m'excuse encore, on a dépassé le temps. J'espère que vous avez encore quelques minutes avant de clore. Vraiment très brièvement, je crois que je vais dire qu'il faudra effectivement qu'on fasse un peu plus de développement de données et d'évidences qui permettent de développer ce qu'on appelle des cas d'investissement, des investment cases, thematic investment case. On a besoin de ça aujourd'hui suite à ce que Jacques disait, c'est-à-dire que le financement donc de la recherche et de nos activités programmatiques et autres, et le changement au niveau de politique ne peut se faire que si nos pays eux-mêmes et nos gouvernements investissent sérieusement donc sur ces questions-là. Et pour qu'ils investissent sérieusement sur ces questions, il faut d'abord qu'il y ait un lien avec entre les questions de violence basée sur le genre et de pratiques néfastes, les questions donc d'accès à la santé de la reproduction donc pour tous, et la question économique et de croissance économique d'un pays, puisque ça c'est la priorité réellement de tous les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que économiquement nous allons avancer nos pays donc sur la voie donc d'un développement effectif et autres, et comment nous allons prendre en charge le capital humain qui est énorme avec une population de 60% de jeunes qui ont moins de 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc je crois que là on a besoin de développer des investment cases, que l'on puisse aller devant les parlementaires, devant les chefs de gouvernement et autres pour aller présenter des données très claires dessus. Et ces données n'existent pas. Quand on veut faire des investment cases dans cette sous-région, on est obligé d'emprunter les données d'ailleurs. Nous n'avons pas les données nécessaires pour cela. Donc, ce sera peut-être mon dernier appel. Merci. Merci, Dr Diop. Absolument, cette importance de données de recherche appliquées et d'investissement par nos propres pays pour effectivement bénéficier de l'apport que cette grande partie de la population, ces jeunes, apportent au développement de nos pays. Merci encore. Un message à partager, message clé à la fin de ce webinaire. Oui, effectivement, je vais peut-être renforcer un peu ce que vient de dire Madame Diop, surtout par rapport aux ressources. Et je pense qu'un volet important aussi au niveau des ressources que nous n'exploitons pas beaucoup, c'est le problème de la rationalisation de ces ressources. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de doublons en termes de politique, des politiques qui peuvent être intégrées. Il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas
utilisées de manière efficiente. Et la question de la rationalisation des ressources aussi doit être apportée sur la table pour nous permettre de disposer d'assez de ressources. La question de la fiscalité aussi, des pays comme le Sénégal, quand même, il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Et c'est très urgent, très important pour nos différents pays en Afrique. Le secteur privé, le partenariat public et privé au niveau de la région de l'AEC, ça aussi c'est une question que nous pouvons, qui devrait être centrale pour nous permettre, en tout cas au niveau de l'Afrique et principalement de la région, d'avoir assez de ressources dédiées à l'accès aux soins de base et l'accès aux droits basiques. Je terminerai par le fait que souvent on nous dit aussi en tant que jeunes, on nous demande de nuancer le propos. Les décideurs, les acteurs et certains partenaires extérieurs, nous voyons que les gens n'aiment pas le rouge. On n'aime pas apporter le rouge sur la table. On n'aime pas parler de ce qui ne va pas parce que ça nous renvoie à ce sentiment d'échec-là. Et c'est un sentiment désagréable, mais je vais chuter là-dessus. Apportons plus de rouge à la table et essayons de considérer chaque défi et chaque challenge comme une opportunité de nous améliorer et d'évoluer. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Cette importance de ne pas être timide face aux enjeux, mais qu'on pourra ensemble arriver à les résoudre. Alors, docteur Emina, vraiment peut-être 1 minute, 30 secondes, si c'est possible. Merci. Oui, je dirais que si nous voulons avoir les ados, les adolescentes et les adolescents qui vont contribuer au développement de l'Afrique, il nous faut une prise en charge dès la naissance. Ils doivent être préparés dès la naissance au fur et à mesure qu'ils grandissent. Pour cela, il ne faut pas laisser les parents en dehors du processus. Donc, le processus doit être global, qui tient compte de tout le monde et de là, nous allons arriver à avoir des ados que nous voulons demain. Merci. Excellent. Très une conclusion. Merci beaucoup, Dr. Emina. Je vais passer la parole alors à Montasser pour faire la conclusion de ce webinaire. Montasser. Merci beaucoup, Marie-Gloriose, et merci beaucoup tous les panélistes. As we conclude this impactful webinar on sexual and reproductive health and rights and gender-based violence in Central and Western Africa, I extend my deepest gratitude to our distinguished keynote speaker and panelists for their invaluable insights and contributions. Today's discussions have highlighted the critical challenges and opportunities we face in promoting sexual and reproductive health and rights in Western Central Africa. We have heard strong evidence that comprehensive sexual education, accessible healthcare, strong legal frameworks, and the integration of addressing the issues, all these issues together, and having the space for the voice of young people and the communities, all will significantly improve the lives of women and girls in the region. Let us build the momentum generated today to drive forward research, policies, and programs that empower adolescents and communities in West and Central Africa. Today's webinar, as mentioned earlier, is the first of a series that we're planning. Announcement will be made soon on the second webinar in this series, so please stay tuned. Thank you for your active participation and dedication. Together, we can achieve significant progress in sexual and reproductive health and rights and end gender-based violence in Central and Western Africa. And so having research and evidence and the use of that evidence, as we heard today, will be key to achieve that goal. Thank you for joining us today. Have a great rest of the day, and we look forward to seeing you in our future webinars in this series. Have a great rest of the day. Thank you. Merci beaucoup tout le monde.